Ancien préfet, directeur de la campagne de Marine Le Pen en 2022, Christophe Bay est député français au Parlement européen. Il est notre invité sur TV Liberté. Bonjour monsieur le député. Bonjour monsieur Bild. Alors écoutez, je parlais d'actualité. L'actualité, c'est bien évidemment aujourd'hui la disparition de Jean-Marie Le Pen. Pour vous, quelle image doit-on conserver de lui ? Je crois que vous savez, nous sommes dans une période surtout maintenant de deuil. Moi j'ai d'abord une pensée pour la famille. Pour ses filles, pour ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc je crois que, au-delà du commentaire politique qui devra intervenir à un moment ou à un autre, je pense que c'est d'abord le temps du deuil et du recueillement. Bon, ça c'est la première chose, et j'ai une pensée bien sûr très, très profonde et très, très émue pour celle qui m'a fait l'honneur de diriger sa campagne pour Marine Le Pen. Après, effectivement, Jean-Marie Le Pen, c'est 70 ans de vie politique en France, donc ce n'est pas neutre. Quelqu'un qui a compté dans notre système politique. Moi, j'ai un souvenir des années 70-80 avec lui. On parle Le Pen, immigration, mais quand on s'engageait dans le mouvement national patriotique, même si j'ai jamais fait partie du Front National, c'était pour la lutte contre le communisme. Et moi, j'ai souvenir de Jean-Marie Le Pen comme un des fers de lance de la lutte contre le communisme. Après, effectivement, je pense que maintenant, il appartient d'abord à Marine Le Pen de se positionner politiquement, mais respectons d'abord le temps du deuil. Il viendra après le temps du commentaire politique. Vous avez été, je l'ai dit, le directeur de campagne de Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle, et vous avez été vous-même la cible d'attaque de la presse, notamment du sulfureux quotidien Le Monde, qui a écrit « Le préfet connu pour ses frasques ». Est-ce que vous attendiez à la violence de ces attaques? Vous savez, à partir du moment où on rentre en politique, tous les coups sont permis, surtout de la part de ce journal comme de Libération. Bon. Après, effectivement, c'est toujours difficile à encaisser. À partir du moment où vous êtes totalement innocent, puisque je l'ai rappelé déjà à de nombreuses reprises, je n'ai jamais fait l'objet de condamnation tant judiciaire qu'administrative. Donc tout ça, effectivement, était ce qu'on appelle un chantier monté pour me nuire. Bon. Vous savez, s'il y a eu le moindre sujet connaissant Marine Le Pen, je n'aurais jamais été son directeur de campagne. Voilà. Donc c'est quelque chose effectivement qui marque. Hein. On est un être humain, mais il faut savoir dépasser ça, parce que si on rentre en politique, dans ces cas-là, si on s'écroule dès la première attaque, il vaut mieux arrêter. C'est clair. Venons-en donc à l'actualité, si vous le voulez bien. Et celle du RN s'est déroulée à Mayotte, où Marine Le Pen s'est rendue pendant 3 jours. La présidente des députés du RN a mis l'accent sur le problème de l'immigration dans l'île. Et pour Madame Le Pen, il y a, je cite, des actions de fermeté à mener. Lesquelles? Alors, vous savez, moi, d'abord, j'ai une pensée très émue pour nos concitoyens mahorais. Ça fait des décennies qu'ils sont abandonnés par les gouvernements successifs. Marine Le Pen réalise un score très important là-bas, puisqu'au deuxième tour, elle a réalisé 60%. Ce n'est pas un hasard. Ce sentiment d'abandon s'est traduit, une fois encore, dans une mise en œuvre des moyens de secours quelque peu difficile. Bon, les choses se sont améliorées, il faut reconnaître, et il faut aussi rendre hommage à nos sapeurs-pompiers, aux militaires qui travaillent sur le terrain. Pour autant, je pense que nous ne sortirons pas de la crise mahoraise si nous ne nous attaquons pas au problème premier, qui est l'immigration. Rien ne sert de reconstruire si on ne jugule pas le flux migratoire. Or, ce flux migratoire est très inquiétant, puisqu'on arrive maintenant, on ne sait même plus combien il y a d'habitants, de personnes qui vivent sur cette île. On va lancer un recensement, dit le ministre. Voilà, ce serait déjà la première des choses à faire. Alors, il y a un plan qui est lancé, il y a de bonnes intentions. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que dans la première partie du plan, on ne va pas parler d'immigration. C'est une déclaration qu'a faite aujourd'hui, je crois, M. Retailleau, sur le sujet. Les sujets migratoires seront traités non pas dans le plan d'urgence qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, mais dans une deuxième phase. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas reconstruire Mayotte de façon durable si on ne s'attaque pas à ce problème qui est le problème numéro 1 de Mayotte. Maintenant, c'est mis en place. On parle toujours de l'immigration comorienne. Mais maintenant, vous avez une filière qui s'est créée en provenance de l'Afrique. Et donc, vous avez des ponts aériens
entre l'Afrique et les Comores pour ensuite immigrer vers Mayotte. Donc on ne peut pas résoudre ce problème, on ne peut pas résoudre le problème à long terme de Mayotte si on ne met pas en place des mesures drastiques en matière d'immigration. Est-ce qu'on maintient la suppression du droit du sol dans l'esprit du RN? Oui. Ah ben bien entendu, c'est la première des mesures. Là-bas comme ici, en métropole? En métropole, non, comme en métropole, et bien entendu dans tous nos territoires, c'est-à-dire sur la France entière. Il n'y a aucune raison effectivement qu'on fasse un distinguo, puisque toute chose égale par ailleurs, on connaît aussi, hélas, les mêmes problèmes en métropole. Mais l'urgence, il y a 2 départements qui sont frappés par une progression démographique inquiétante, c'est Mayotte et c'est aussi la Guyane, qui, toute chose égale par ailleurs, est confrontée au même problème que Mayotte. Donc le problème, je crois qu'il faut que nos concitoyens, les Français, en aient parfaitement conscience. On pourra injecter des milliards d'euros si on ne met pas fin à cette immigration, cette submersion migratoire. La population de Mayotte augmente de 3% par an. Je rappelle qu'en métropole, la progression annuelle, c'est de 0,2% par an. Donc vous vous rendez compte? Bon, les conséquences que ça a en termes d'infrastructure. On parle bien sûr toujours de la maternité de Mayotte, première maternité de France, voire d'Europe. Mais il n'y a pas que ça. Marine Le Pen a fait des constats terribles en termes d'assainissement d'eau. L'assainissement, il n'y a pas d'assainissement. La distribution d'eau potable est totalement imparfaite. Comment voulez-vous construire, c'est toujours plus, comment voulez-vous construire des infrastructures viables si chaque fois le poids démographique fait qu'elles ne sont pas adaptées au bout d'un an. Donc le sujet numéro 1, je pense qu'il faut faire un grand plan. Vous savez, je pense qu'il faut faire un grand plan, comme en 1989, à la suite du cyclone Hugo, la Guadeloupe avait bénéficié d'un grand plan de reconstruction. Et je pense qu'il faut faire exactement la même chose pour Mayotte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a proposé d'ailleurs Marine Le Pen. Mediapart, le site d'extrême gauche, vous connaissez, écrit, je le cite, la chef de file du RN est arrivée dans un territoire conquis où ces marottes anti-immigration sont désormais défendues par des responsables de tous bords, à commencer par François Bayrou. Est-ce à dire que vous n'avez plus l'exclusivité de la lutte contre l'immigration? Et même Daniel Cohn-Bendit parle aujourd'hui de grand remplacement, ce que vous ne faites pas. Oui. Alors, vous savez, moi je suis toujours un petit peu sceptique. Tant mieux s'il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Et c'est un petit peu, je pense, cette victoire, la victoire des idées. Les victoires des idées du Rassemblement national. Il y a des prises de conscience. Et c'est une bonne chose. Le problème, c'est que souvent, on l'a vu avec nos anciens, enfin nos actuels dirigeants et les dirigeants passés, il y a parfois un gap, comme on dit, entre les déclarations et les réalisations. Donc moi, j'attends de voir. Je suis d'un naturel optimiste. Je fais plutôt confiance. Mais c'est clair que s'il n'y a pas des mises en œuvre très rapides, nos concitoyens de Mayotte vont une fois de plus se sentir abandonnés. Et ça, ce n'est pas acceptable. L'immigration, c'est aussi évidemment une problématique en métropole. Il y a l'augmentation exponentielle des délits et crimes commis par des étrangers en situation irrégulière. Est-ce que la solution, c'est d'accélérer l'expulsion à la suite de la déchéance d'une obligation de quitter le territoire français, les OQTF? Est-ce que c'est ça la solution ou il y en a d'autres? Alors, c'est d'abord la première des mesures à prendre. Vous faisiez allusion à la délinquance. Je rappelle que nous avons 25% des détenus qui sont étrangers, rapportés à 7% de la population étrangère en France. Donc là, il y a des choses à faire. Donc effectivement, la première chose, c'est l'expulsion des délinquants, et pas que des délinquants, des personnes qui sont en situation irrégulière. Pour ce faire, il y a un instrument qui a été supprimé par les socialistes qu'il faut rétablir. C'est le délit de séjour irrégulier. C'est un instrument dont ne disposent ni les forces de l'ordre, ni la justice. Et ça complexifie énormément le travail d'expulsion des personnes qui n'ont pas vocation à rester en France. Donc c'est le sujet numéro 1. Après, nous avons d'autres moyens. Ce sont des moyens de pression. C'est clair que, je vais prendre l'exemple de l'Algérie. L'Algérie met une très mauvaise volonté à accepter ses ressortissants. La seule solution pour leur faire comprendre, c'est de dénoncer l'accord, qui est un accord extraordinaire d'un point de vue juridique,
de 1968. Cet accord qui est exorbitant, puisque les Algériens ne sont pas soumis au Code des étrangers. Ils ont leur propre droit, qui est un droit extrêmement favorable. Donc la première des choses, effectivement, c'est de supprimer cet accord de 1968, qui est un accord inique et qui permet effectivement aux Algériens. Le président de la République va en Algérie et dit que la France a commis des crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on n'est pas obligé de réparer? De réparer quoi? De réparer quoi? Enfin, vous savez, je pense que la repentance n'est pas une bonne politique. Vous citez effectivement les propos du président de la République qui remontent, je crois, à sa première élection présidentielle. Mais ça continue. Il y a quelques jours, l'ambassadeur de France a été déposé une gerbe sur la tombe, dont j'ai oublié le nom de ce héros de l'Algérie, qui était un des terroristes, qui a été l'instigateur des bombes qui ont été posées en 1961 dans un bar qui s'appelait Milk Bar. Eh bien, notre ambassadeur a été déposé une gerbe sur la tombe de cette personne qu'on pourrait qualifier de terroriste, qui a tué et mutilé des enfants dans ce drame qu'on appelait le drame du Milk Bar. Je trouve ça totalement anormal. Comment vous expliquez que certains vous reprochent, cette petite musique, votre manque de radicalité? Je parle de celui du RN. Je vous pose d'autant plus la question que personnellement, vous avez été accusé d'être un préfet qui expulsait trop vite, trop rapidement les personnes en situation irrégulière pour éviter les recours. Non, moi vous avez une certaine radicalité que vous avez perdue. Alors je ne sais pas si c'est le RN qui l'a perdu ou moi, mais en tout cas, ni l'un ni l'autre ne l'ont perdu. D'abord, ce n'est pas une question de radicalité, c'est simplement une question de prise de conscience. Pour ma part, moi je faisais mon travail. Alors c'est certes, ça n'a pas plu à certains, ça c'est clair, mais moi je faisais mon travail de préfet. Je veux dire, j'avais des instruments, et effectivement, quand des personnes étaient en situation irrégulière, eh bien je les expulsais, ce qui est effectivement le b.a.-ba du métier de préfet dans le cadre de la loi qui s'appelle le CEDEDA. Il faut le faire. Voilà. Vous aviez été mis en cause par le ministre, votre ministre de tutelle, directement? Non, je n'ai pas été mis en cause par le ministre pour ça. Non, je n'ai pas été mis en cause pour ça. On m'a reproché pendant l'état d'urgence de faire trop de perquisitions dans les milieux radicaux islamistes. Effectivement, ça m'avait été reproché. Mais là aussi, je veux dire, on nous donne des instruments. Moi, j'avais dans ce département des personnes qui étaient parfaitement identifiées, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Il faut savoir qu'il y a 4000 étrangers qui sont fichés au ce qu'on appelle le FSPRT. C'est en gros le fichier des radicalisés. Bon, sur 24 000. Il y a 24 000 au total, il y a 4 000 étrangers. Moi, je pose la question. Que font ces 4000 personnes en France? Elles n'ont pas vocation à rester en France à partir du moment où leur islamisme radical est documenté. Nous devons les expulser. Moi, j'ai estimé que je faisais mon travail. Voilà. J'ai une question assez personnelle à vous poser. À ce moment-là, quand vous êtes préfet de l'Aube puis de la Dordogne, vous êtes RN dans votre tête? Non, je suis préfet. Non. Au fonctionnaire seulement? Je suis fonctionnaire. Vous savez, l'honneur de ce métier, c'est toujours de faire la part des choses. C'est quelque chose de très important dans la haute fonction publique. Vous pouvez avoir vos propres idées, mais la colonne vertébrale du fonctionnement, je dirais l'ADN du fonctionnement d'un haut fonctionnaire, d'un préfet, c'est d'appliquer les instructions du gouvernement et d'appliquer la politique du gouvernement. Et on passe facilement de haut fonctionnaire, dans la façon dont vous me dites, la façon de penser, d'agir, dans l'arène politique. Vous savez, c'est une longue prise de conscience. Ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Mais à partir du moment où vous considérez que vous avez fait le tour un petit peu, c'est une façon de parler, de la vie administrativo-politique, et que rien n'avance, beaucoup de choses n'avancent pas, vous vous dites quand même, est-ce que je pourrais être utile autrement? Je vais vous citer une anecdote qui a été un élément de ma prise de conscience. En 2008, je suis directeur de l'accueil et de l'intégration. C'est-à-dire que je gérais des subventions à la CIMAD, à SOS Racisme. Les associations immigrationnistes. Des associations, comme vous qualifiez très justement, d'immigrationnistes. On me convoque au cabinet du ministre et on me dit il faut que tu supprimes ces subventions. Je suis un fonctionnaire obéissant.
Je prépare les dossiers et donc je prépare la suppression. C'était des centaines de milliers d'euros. Je prépare le dossier, puis une semaine, 15 jours, 3 semaines, rien ne se passe. Je vais m'enquérir auprès du cabinet du ministre de ce qu'il advient de la décision qu'on m'avait demandé de mettre en œuvre. Et là, on me dit non, finalement, non. On a réfléchi, on ne va pas les supprimer. Ce jour-là, j'ai compris que ça serait assez problématique d'avancer sur ces sujets. Et le ministre s'appelait, sans indiscrétion? C'était Brice Hortefeux. Pour lequel, d'ailleurs, j'ai un grand respect, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un, effectivement, de charmant. Voilà, mais manifestement, il y avait des gens au-dessus de lui. Charmant et courageux, ce ne sont pas les mêmes termes. Je l'ai dit, alors vous êtes député européen et membre de la commission du commerce international, c'est une commission importante au Parlement européen. Le 5 décembre dernier, Ursula von der Leyen a annoncé la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États du Mercosur. Et cet accord qui a été finalisé, on va le dire quand même dans une forme d'opacité, il a suscité de vives protestations. On a cherché. Le RN, par la voix de votre collègue et ami, je crois, André Rouget, a exprimé son indignation. Et j'avais envie de vous dire, oui, et après? Alors, on a fait plus que de l'indignation. Alors, tout d'abord, sur ce déplacement de Madame von der Leyen. Il y a une sorte de petite légende qui court, comme quoi, hop, elle s'est déplacée, elle s'est réveillée un jour, tiens, je vais aller voir Lula, président du Brésil, et je vais signer l'accord. Non, pas du tout. C'était préparé depuis des mois. Donc, ça veut dire qu'Emmanuel Macron était parfaitement au courant de la démarche, contrairement à ce qui a été dit, de la démarche de Mme von der Leyen qui était partie finaliser l'accord. Bon. Maintenant, que peut-on faire? L'indignation, effectivement, c'est une chose, mais la première chose que notre groupe, au Parlement européen, a demandé, c'était qu'il y ait un débat. Eh bien, ce débat a été refusé. Refusé par qui? Par les socialistes, par le PPE, donc la droite, dont fait partie l'LR. Donc ce qui veut dire que, par exemple, quand M. Bellamy se prétend le grand défenseur des agriculteurs dans un discours, c'est un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde, vous avez des propos nationaux et puis des attitudes au niveau du Parlement européen. Eh bien, nos députés LR au Parlement européen ont voté contre ce débat. Alors, maintenant... Ils ne sont peut-être pas libres, vous savez, vous faites partie aussi d'un groupe avec plusieurs nations, vous êtes obligé de composer quelquefois, ils ne sont que 5 dans le groupe de la Oui, d'accord, ils sont peut-être que 5, mais enfin, à entendre les propos nationaux de l'ensemble de l'air, je ne vais pas spécialement cibler M. Bellamy, ce sont les plus grands défenseurs de la lutte contre le Mercosur. Première chose qu'on fait, on demande un débat, ce qui est quand même la moindre des choses après le déplacement de Mme von der Leyen. Non, on n'a pas droit au débat. Bon. Bah, c'est quand même assez intéressant. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Cet accord, c'est la mort de l'agriculture, quand on le regarde dans le détail, sans exagération. C'est la mort de l'agriculture française et d'une manière générale de l'agriculture européenne. Il ne faut pas se leurrer. Et avec un avantage, ça ne vous surprendra pas, pour l'Allemagne. Parce que, bien entendu, une fois de plus, l'agriculture va servir de variable d'ajustement pour permettre aux industries allemandes, notamment à l'industrie automobile, de pouvoir se développer sur le marché sud-américain. Donc c'est un accord qui est profondément déséquilibré. Deuxièmement, c'est un accord qui est dangereux, je dirais même, pour notre santé. Puisque, vous le savez, les normes applicables au Brésil ou en Argentine, en moindre mesure au Paraguay ou au Uruguay, ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on va importer des matières, des produits, des animaux qui ont été nourris avec des produits qui sont interdits en Europe. C'est quand même un peu étrange. Bon. Voilà, donc là, il y a quand même une dissymétrie qui fait que notre agriculture sera totalement dans une situation de concurrence déloyale. Au-delà du constat, monsieur le député, qu'est-ce qu'on fait, Christophe Bell? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supprime, par exemple, les subventions? C'est pas une question. Est-ce qu'on supprime les subventions de la France, les contributions de la France à l'Union européenne? Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on en sort de l'Union européenne? Non, là-dessus, le Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont toujours été clairs. L'Union européenne doit se réformer de l'intérieur. C'est possible. Mais c'est une cause contre la montre. Oui, mais vous savez, non, mais par exemple, vous prenez l'exemple du Mercosur, pour revenir. Nous ne sommes pas seuls. Vous avez des pays comme la Pologne, vous avez nos alliés espagnols,
qui sont totalement opposés au Mercosur. Donc, il y a de fortes chances, et je l'espère, qu'une majorité se dégage, puisque dans le processus normal, s'il est respecté par la Commission européenne, cet accord doit passer en conseil, mais aussi devant le Parlement européen. Il y aura un vote du Parlement européen. Donc il doit y avoir normalement un vote du Parlement. Vous dites normalement parce que vous n'êtes même pas sûr? Alors, non, parce que c'est une histoire de juristes. Certains pensent que l'aspect strictement commercial, parce qu'il y a plusieurs éléments dans le Mercosur, l'aspect strictement commercial pourrait être signé directement par la Commission. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y aura effectivement un débat au Parlement. Mais vous savez ce qui se passe en ce moment au Parlement européen. L'exemple du Mercosur est flagrant. Mais il se passe plein de choses en ce moment. Je vais vous citer 2 exemples. Le premier, lors de la dernière session de 2024, il a été décidé de créer 2 commissions. Alors vous allez me dire, 2 commissions, c'est un petit peu anodin. Non, pas du tout. Une commission en matière de défense. Une commission en matière de santé. 2 domaines de compétences qui sont totalement étrangers à l'Union européenne et au Parlement européen. C'est-à-dire que Mme von der Leyen a son agenda, commercial, elle continue avec le Mercosur, malgré les dénégations de la France et du président Macron. Et puis, on continue de facto, alors ce sont les champions, soi-disant de la défense de l'état de droit, ce sont les champions de l'accroissement des compétences de facto de l'Union européenne. Et moi, ça, je trouve ça totalement scandaleux. 3e exemple que je voulais vous citer, ce qui s'est passé en Roumanie. C'est très grave. C'est très grave parce que, manifestement, le sens du vote des Roumains au premier tour de l'élection présidentielle ne pesait pas à l'Union européenne, enfin à la Commission européenne. Eh bien, la Cour suprême, sans attendre la fin du processus électoral, a annulé le dispositif électoral du premier tour. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous voulez me dire qu'en Roumanie, aujourd'hui, ça pourrait être en France demain? C'est le risque majeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en avant de soi-disant ingérences pour annuler un processus, d'ailleurs sans aucune preuve, tout ça s'est fait sans aucune preuve, et il y a effectivement un risque maintenant réel que lorsque le sens de l'élection ne plaît pas aux dirigeants européens, ils entament un processus d'annulation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très inquiétant, qui a été un peu passé sous silence dans les médias français, mais ce qui s'est passé en Roumanie, au-delà du cas roumain, peut servir d'exemple ultérieurement. Et ça me paraît effectivement extrêmement préoccupant. Alors vous savez, les ingérences, on en parle, mais alors, soi-disant, c'est parce qu'il y a des ingérences de ci, de là. Bon, là, ils sont en train de commencer avec Musk et l'Allemagne. Mais moi, je rappellerai que le 22 avril 2022, dans Le Monde, excellent journal du soir, le président du Conseil espagnol, le président du Conseil, Premier ministre portugais, le chancelier allemand ont fait une tribune pour appeler à faire barrage, entre guillemets, au Rassemblement national. Alors ça, si ce n'est pas de l'ingérence, je ne sais pas ce que c'est. Il nous reste que quelques secondes, malheureusement. J'aurais voulu poser beaucoup d'autres questions, alors je vais revenir à vous. Vous évoquez, vous avez été candidat, battu, dans la 3e circonscription de l'Eure-et-Loir. Je n'étais pas sortant. Vous n'étiez pas sortant, donc vous n'avez pas gagné, on va dire ça comme ça. C'est donc Nogent-le-Rotrou, Mainvilliers, Illiers-Combray, la patrie de Proust. J'ai lu dans la presse locale, l'Écho-républicain pour ne pas le citer, que vous souhaitiez vous investir en Eure-et-Loir. Et je me suis dit, on est quand même très loin du haut fonctionnaire et des parlements à Bruxelles et à Strasbourg. Vous savez, à partir du moment où on n'a pas pu élire dans les 4 circonscriptions de députés. Dans l'Eure-et-Loir, pas de députés. Ouais. Pas de députés. Bon, une incongruité pour vous? Un peu une incongruité, une anomalie, parce qu'on a une sociologie électorale qui nous est très favorable, mais il y a des bastions tenus par la gauche et l'extrême gauche, dans ma circonscription, Mainvilliers et Lucé, ce qu'on appelle le gerrymandering. Vous savez, ces circonscriptions qui ont été découpées pour que la conurbation urbaine, entre guillemets, fasse basculer le vote. Donc moi j'estime que mon devoir, à partir du moment où il n'y a pas de députés nationaux, c'est de porter la parole du Rassemblement national
dans cette circonscription. Mais en juin prochain, il va y avoir sûrement peut-être des élections anticipées possibles. Dans ce cas-là, si vous investissez, vous serez candidat dans cette circonscription. Alors, vous savez... Parce qu'en fait, c'est mieux d'être au Palais Bourbon qu'au Parlement européen, si j'ai bien compris. Vous savez, c'est pas mieux ou pas bien, c'est pas le sujet. Je pense que c'est là où on peut être le plus utile. Bon, d'abord, il y a un processus de désignation des candidats qui s'appelle les commissions d'investiture, comme dans tout parti. Et c'est la commission d'investiture qui décidera effectivement du candidat. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, et chaque chose en son temps. Nous sommes en janvier 2025. Moi, mon but, c'est de porter la parole du RN et de ses idées, notamment en direction des agriculteurs qui souffrent énormément dans ce département, pour leur dire la vérité de ce qui se passe, notamment en Europe, et effectivement de porter cette parole du Rassemblement national sur les thèmes que sont bien sûr le social, l'immigration et la sécurité. Vous savez, j'ai rencontré des gens, des personnes sur les marchés. C'est dramatique, dramatique. Moi, j'ai rencontré cette femme qui votait pour le Rassemblement national et qui m'a dit, vous savez, monsieur, il me reste 8 € en budget alimentation pour terminer ma semaine. Il restait 8 €. Donc je pense que, vous voyez, on ne peut pas laisser ces personnes sur le chemin, c'est pas possible. Et donc il faut leur porter un message d'espoir, d'espérance. Et ce message d'espoir et d'espérance, c'est le RN qui le porte. Alors, 2 questions, il va falloir répondre par oui ou par non. Vous avez dirigé la campagne de Marine Le Pen en 2022, je l'ai dit. Considérez-vous que la prochaine élection présidentielle, en 2027, ou en 2025, ou en 2026, sera enfin la bonne pour le RN? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé parce que le moment est venu. Je veux dire, le moment est venu. Il y a une forte attente de la part des Français de changement, de véritable changement dans le fond. Et je pense qu'effectivement, toutes nos chances sont de côté. Le contraire m'aurait surpris. Avec Marine Le Pen? Avec Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen... Point d'interrogation? Écoutez, moi je n'en ai pas. Marine Le Pen est notre candidate naturelle. Elle le demeure. Et je souhaite vivement qu'elle se présente à l'élection présidentielle, qu'elle soit en 2025, en 2026 ou en 2027. Je comprends en creux que Jordan Bardella n'est pas un candidat naturel, alors. Non, pas du tout. C'est que simplement, dans le processus qui a été clairement défini dans la répartition des rôles, c'est Marine Le Pen qui est notre candidate naturelle du Rassemblement national. Et au-delà du Rassemblement national, je pense la candidate de nombreux Français. Et directeur de campagne, vous remplissez? Écoutez, ça, j'en ai jamais parlé avec Marine Le Pen. C'est assez lourd comme métier, je crois. Hein. C'est un métier un peu prenant. Vous savez, moi, je suis... Une mission, plus qu'un métier. Non, mais vous savez, moi, je suis intrinsèquement issu, comme vous le savez, de la haute fonction publique. Donc, je suis là pour servir. Bon. Si on me demande de remplir, je remplirai. Pour l'instant, on n'a jamais abordé le sujet. Et puis, j'ai bientôt 63 ans. Je pense Vous êtes tout jeune. On est tout jeune, bien entendu. Merci. Bien entendu. Mais je pense qu'effectivement, on peut apporter des conseils, on peut avoir un rôle. Pour autant, est-ce qu'il faut être nominativement nommé directeur de campagne? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas un sujet qui a été abordé, qui n'est pas un sujet d'actualité. En tout cas, merci Christophe Bède. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.